Bien, bonjour, bienvenue sur le stand de Val-de-Marne, Paris-Val-de-Marne. On va parler des grands produits immobiliers avec, vous avez vu, une foule d'intervenants que je vais vous présenter au fur et à mesure. On va parler notamment avec Jean-Pierre Nourrisson, le directeur général de SADEV 94 du Val-de-Marne, qui va nous présenter un petit peu et qui va nous faire un focus. On va y revenir sur Ivry-Confluence, entre autres. On viendra aussi sur un projet immobilier qui est très beau, magnifique, Citizen, avec Cédric Delétrange, directeur central utilisateur chez Bouygues Immobilier, et Xavier Mailleux, directeur du département bureau Grande Surface Île-de-France chez CBRE. Vous nous donnerez un petit peu les atouts et le positionnement de ce projet. Ensuite, on ira faire un petit tour du côté chez Silic, du parc Silic Rungis, où il y a encore des nouveautés, et notamment deux immeubles, Québec-Ottawa. Et là-dessus, on aura le plaisir d'écouter Philippe Villeray, directeur commercial de Socomi, nous faire un zoom sur ces deux projets et puis nous parler un petit peu de l'actualité du parc et de ses atouts et surtout de son potentiel. Et puis, on va finir à Carrefour Pompadour, à Créteil, avec un projet d'entrepôt qui est mené par Sogaris. Et nous avons Romain Loisy, directeur commercial chez Sogaris, qui nous présentera les grands traits de ce projet. Et Yann Daoularian, excusez-moi, je ne suis pas très bon là-dessus, architecte chez l'agence Franck, qui nous présentera un petit peu le parti pris architectural et notamment les aspects environnementaux de ce projet. Je laisse tout de suite la parole à Jean-Pierre Nourrisson pour avoir un petit peu la présentation du projet d'aménagement d'Ivry-Confluence et un zoom sur les premières réalisations qui ont été effectuées aussi bien en logement qu'en équipement public. Jean-Pierre. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai effectivement le grand plaisir de vous parler de l'opération Ivry-Confluence. Donc Ivry-Confluence, c'est une des trois très grandes opérations de la première couronne francilienne. Sa singularité, c'est de se proposer un quartier totalement mixte dans ses fonctions et dans son organisation sociale. Nous avons donc un secteur de 145 hectares à environ 1 km du boulevard périphérique, sur lequel 90 hectares environ sont mutables et où la ville et l'aménageur se proposent de développer 1 300 000 m² de surface de plancher, 50% de ces superficies destinées à de l'activité économique, du tertiaire et de l'activité productive à destination des PME-PMI, 40% de logements, la moitié en logement locatif social de toute catégorie et l'autre moitié en accession à la propriété, et 10% d'équipements commerciaux et d'équipements publics, notamment dans ce cadre, le développement de l'enseignement supérieur, avec un projet aujourd'hui sous promesse de vente avec l'université Paris 7 Diderot pour l'implantation de l'école d'ingénieurs de cette université parisienne. Donc le secteur donc, est situé dans le quartier d'Ivry-Port, Ivry-Port Sud. Donc pour ceux qui connaissent un peu la géographie du secteur, au sud du centre commercial Quai d'Ivry et des ponts Mandela, et limité au sud par la limite communale avec Vitry-sur-Seine, limité à l'est par la Seine, puisqu'on est là à la confluence de la Seine et de la Marne, et limité à l'ouest par les voies ferrées de la ligne Paris-Austerlitz. Donc aujourd'hui, alors la conception que nous avons eue du développement de ce secteur a été une intervention, je dirais, un petit peu en tache d'huile sur les 185 hectares. Ne pas commencer par un pôle particulier, mais bien diffuser les premiers programmes de développement sur la totalité du secteur, de sorte à ce que l'ensemble du tissu soit en mutation. Il vous faut savoir que nous ne sommes pas sur un terrain vierge, que de nombreux immeubles sont bâtis et que nous devons concevoir le projet donc en complémentarité de ce tissu urbain existant. Nous nous trouvons donc dans une situation complexe, aussi bien dans la maîtrise foncière que dans la réalisation des premiers programmes.
Nous avons eu une démarche un petit peu originale au début du projet en lançant une consultation de promoteurs pour qu'un certain nombre de nos partenaires se voient réserver des charges foncières et donc contribuent au financement de l'opération dès l'amont en versant des dépôts de garantie. Et donc la moitié à peu près des charges foncières potentielles de cette opération Ivry Confluence a fait l'objet de réservations auprès des lauréats de cette consultation, qui sont ICAD, Bouygues Immobilier, le Crédit Agricole Immobilier, le groupe Brémond et Sodéarif. Donc au fur et à mesure de l'avancement de l'opération et de la libération du foncier, donc nous signons des promesses de vente avec ces opérateurs qui réalisent les programmes. Autre volonté de la ville et de l'aménageur, de développer la totalité des produits dans leur mixité fonctionnelle dans tout le courant de l'opération. Évidemment, la situation actuelle que vous connaissez tous pourrait nous inciter à développer le résidentiel et à renvoyer le développement de l'immobilier d'activité à des jours meilleurs, dirais-je. Or, la volonté, c'est bien de marquer cette mixité fonctionnelle d'emblée. Et donc, nous avons des premiers programmes d'activité qui se développent et notamment en termes de tertiaire, le programme que nous appelions jusqu'à ces dernières semaines l'îlot du BHV, puisqu'il s'agissait des anciens entrepôts du BHV, et que nos partenaires promoteurs, mais on vous en dira plus tout à l'heure, ont dénommé Citizen, donc qui est un pôle de 103 000 m² d'immobilier tertiaire avec 6 000 m² de commerce en pied d'immeuble. Autre élément que je souhaite souligner sur cette opération, dès lors que nous intervenons dans un tissu urbain constitué, la maîtrise foncière et immobilière passe évidemment par l'acquisition de biens occupés, soit par des particuliers propriétaires ou locataires, soit par des entreprises qui développent leur activité in situ. Et donc la démarche que nous avons engagée avec la ville d'Ivry vise à proposer aux copropriétaires touchés par l'opération d'acquérir donc des logements en compensation dans les programmes neufs que nous développons. Nous proposons également aux locataires un relogement dans le parc social, celui de la ville, et en particulier celui que nous allons développer sur l'opération Ivry Confluence. De la même façon, avec les entreprises impactées, nous leur recherchons des solutions autant que faire se peut in situ, voire en réalisant des immeubles d'activité pour leur permettre de transférer leur activité et de la poursuivre sur le secteur Ivry Confluence. Donc, puisqu'on est particulièrement dans une table ronde sur l'immobilier tertiaire, vous dire que sur Ivry Confluence, la configuration nous amène à identifier 3 grands pôles d'environ 100 000 m² d'immobilier tertiaire, celui que nous développons aujourd'hui, Citizen, un autre pôle d'environ 100 000 m² qui, dans un second temps, pourra se développer en miroir avec celui-là, qui est au nord de la place Gambetta, l'épicentre d'Ivry Confluence, donc sur la partie sud pour le deuxième pôle, et un troisième pôle qui a vocation, un peu plus loin dans la vie de l'opération, à se développer autour de la gare du RER d'Ivry. Et peut-être, dernier point, nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans une action de maîtrise foncière assez importante, mais aussi dans une action pour développer les transports collectifs. Aujourd'hui, la principale desserte en transport lourd, c'est donc cette gare du RER d'Ivry. La partie la plus éloignée d'Ivry Confluence par rapport à cette gare est à environ 1,2 km. Donc la zone d'influence généralement admise est un peu éloignée. Et donc nous engageons dès le début de l'année prochaine la réalisation de travaux d'espace public qui vont permettre de réaliser la plateforme d'un futur transport en commun en site propre à haut niveau de service, TZN5, que le syndicat des transports d'Île-de-France doit faire arriver donc au cœur de la ZAC à partir de 2016. Et par ailleurs, en relation avec la ville de Paris qui a la même revendication, nous intervenons auprès du STIF et de la région pour le prolongement de la ligne 10 du métro parisien qui aujourd'hui s'arrête à la gare d'Austerlitz. La ville de Paris souhaite son prolongement jusqu'au sud de Seine-Rive-Gauche, Brunceau, pour notamment desservir la future tour de Jean Nouvel.
et le prolongement qui doit aller jusqu'à la place Gambetta, et donc avec un transport lourd à terme qui permettra une desserte de qualité de ce pôle tertiaire. Juste une question, quel est un petit peu le calendrier prévisionnel sur Ivry-Confluence? On a vu qu'il y avait une première tranche qui allait partir. Si on se projette un peu. Alors aujourd'hui, nous avons environ 100 000 mètres carrés de résidentiel, soit en cours de construction, soit en cours de commercialisation. Donc les premiers programmes, et dans une proportion relativement importante, sont en train de se dérouler. Nous lançons donc ce premier pôle tertiaire. Nous attendons la semaine prochaine la signature du permis de construire, des permis de construire pour Citizen. Nous avons, dans un délai extrêmement court, conduit l'enquête publique à laquelle désormais nous sommes contraints dans le cadre de ce genre de permis. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport très très rapidement, en 15 jours. Et donc, normalement, dès la semaine prochaine, le maire d'Ivry pourra signer le permis de construire. Par ailleurs, nous avons commencé la réalisation d'un groupe scolaire, d'une résidence étudiante, et nous avons, le samedi dernier, posé la première pierre d'un collège que nous réalisons pour le compte du département du Val-de-Marne. Et par ailleurs, nous avons en cours de construction un hôtel d'entreprise, pépinière d'entreprise, ouvert vers les métiers sur l'allongement de la vie liés à l'hôpital Charles-Foix qui est situé à Ivry. Eh bien, tout s'accélère alors. Je vous propose qu'on fasse maintenant un petit zoom sur Citizen. On va oublier l'îlot BHV où on allait essayer de chiner une machine à laver moins 30%. Je l'ai vécu, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Pour vivre dans un nouveau projet. Cédric Delétrange, Bouygues Immobilier, présentez-nous un petit peu les grandes caractéristiques et les grandes lignes de ce projet. Alors, je ne vais pas revenir sur l'environnement puisque ça a été parfaitement décrit et avec beaucoup d'appétence par Jean-Pierre Nourisson. Juste, je trouve intéressant de voir l'effet avant-après. Donc, avant, il y avait la machine à laver de Gaël. Vous voyez, enfin, c'est une grosse machine à laver de 100 000 m² aujourd'hui. Mais enfin, vous voyez ce que ça représentait avant et après. Alors, donc ça, c'est l'îlot que ça représente. Voilà. Et après, je voudrais qu'on reste sur cette image 2 minutes pour vous expliquer la philosophie que nous avons retenue avec nos deux partenaires, qui sont ICAD et Crédit Agricole Immobilier, dans le développement de Citizen. Donc Citizen ex-îlot BHV. Vous voyez, en haut à droite, en dessous du logo, pour lequel on met bien en valeur le fait qu'on est au bord de la Seine, à la confluence de la Seine et la Marne, on a avant écrit Citizen Business Campus. Pourquoi est-ce que ces 4 mots sont importants? Parce que nous sommes au bord de la Seine, nous sommes dans la cité, et c'est un campus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien, on a vu avec SFR, nos amis de Crédit Agricole, avec le campus que nous sommes en train de réaliser pour Sanofi à Gentilly, qu'il y a une appétence à nouveau pour des campus à l'horizontale, pour des grandes entreprises ou des grandes organisations. Et en réalité, les fonciers qui permettent de réaliser ça en Ile-de-France, ils sont très peu nombreux, s'ils sont vraiment en ville et bien desservis. C'est assez différent du campus à l'américaine qu'on a vu se développer dans les villes nouvelles il y a 30 ans. Là, véritablement, vous êtes au cœur de la ville. Et donc, vous avez plusieurs zones. En réalité, vous avez 4 parties avec 4 architectes différents. Mais notre idée, c'est que l'ensemble qui fait 100 000 m² sur la base d'unités de 10 000, eh bien, on peut le recomposer. On peut faire des liens par des passerelles entre les différents bâtiments pour réaliser un campus complet. Et donc, la première partie, celle que vous voyez en bas à gauche, marquée 3B1, 3B2, voilà. Celle-ci, dessinée par François Leclerc, eh bien, c'est la première que nous lancerons, puisque, comme l'a dit Jean-Pierre Nourisson, nous espérons obtenir les permis avant la fin de l'année. Nous avons les permis pour l'ensemble, donc nous pouvons demain démarrer 100 000 m² ou 90 000, 80 000, 70 000, etc., en fonction du besoin. Mais la base sur laquelle nous nous sommes engagés à lancer pour livrer en 2016, c'est la première phase en bas. Donc, véritablement, nous lançons ces 30 000 m², les 2 bâtiments en bas à gauche, 20 000 et 10 000. Voilà, donc notre idée, c'est de véritablement développer un campus avec des entreprises qui viendront s'implanter dans cette zone qui va ensuite foisonner de tertiaire dans les conditions que le décrivait Jean-Pierre Nourisson, avec peut-être 2 types de clients, en quelque sorte. Si c'est la question que j'allais poser. Ah bon. Alors, je lis dans vos pensées. Non, mais il y a le campus de 70, 80, 90 000, très bien. Et puis, il y a un autre type de client complémentaire qui est que nous avons conscience que nous sommes dans le prolongement, à moins d'1 kilomètre, en fait, on l'a dit, du périphérique et de la zone de la CEMAPA, qui a connu un grand succès commercial il y a une dizaine d'années et qui aujourd'hui, qui ne se dément pas, puisque aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de vacances à la CEMAPA. Et donc, ceux qui sont à la CEMAPA,
qui sont heureux, qui aiment bien cet azimut sud-est, mais qui néanmoins peut-être voudraient faire des économies, eh bien, il suffit de faire ces quelques centaines de mètres et d'avoir des niveaux de valeur qui seront très différents, puisque ce sera un campus très bien desservi, avec différents bâtiments, donc avec tous les gabarits, et vraiment, évidemment, à des niveaux de valeur qui seront très inférieurs à ceux de la CEMAPA. Donc on a un peu ces deux options-là, en grand le campus, et pour des tailles plus intermédiaires, d'être véritablement le deuxième marché de Paris-Rive-Gauche. En termes d'atouts du site, qu'est-ce que vous mettez en avant pour à la fois convaincre aussi bien un Crédit Agricole bis et un Evergreen 2, je prends la version grand campus, ou aussi bien sur une première tranche, qu'est-ce que vous mettez aujourd'hui en avant comme argument commercial pour les attirer ici? Alors nous, on considère que les principaux atouts, c'est d'une part le fait d'être véritablement au cœur de cette opération urbaine avec ce qu'on disait, le fait, par exemple, d'être à côté de l'école d'ingénieurs de l'université pour des entreprises qui voudraient développer leurs liens avec le monde universitaire et développer la recherche, ça a beaucoup de sens. Plus tout le développement urbain, de logements, de services publics, le gymnase qui va être à côté avec les parkings mutualisés, etc. C'est véritablement une forme d'écoquartier qui se développe et ça les intéresse des utilisateurs. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de marques d'intérêt aujourd'hui pour des tailles différentes de venir s'y implanter et de lancer leur participation à ce nouveau projet urbain. Deuxièmement, véritablement sa position avec la desserte. Bon, je n'ai plus rien à dire parce que Jean-Pierre Dourisson a expliqué les différentes parties. Le Tesen qu'on voyait sur les images tout à l'heure, c'est ce grand bus double gris métallisé qui arrive en 2016. Les fréquences du RERC, la prolongation de la ligne 10. Donc la ville, la desserte et puis cette particularité de pouvoir faire un grand campus dont je parlais à l'instant, qui est toute la flexibilité et l'originalité du produit. Aujourd'hui, si je comprends bien, la première tranche, elle part en blanc? Oui, livré en 2016. D'accord, c'est suffisamment rare pour le souligner. Je vais demander à Xavier Mailleux maintenant de nous parler un petit peu du marché et surtout de savoir comment le projet Citizen se positionne sur le marché locatif des bureaux et en particulier sur le marché des grandes surfaces, des plus de 5000 m². Bonjour à tous. Alors c'est une bonne transition parce que justement le fait de lancer une partie des 100 000 m², c'est assez anecdotique dans un marché où on est plutôt attentiste. Alors si on se met dans les baskets d'un utilisateur, aujourd'hui il y a une quinzaine de programmes en projet à long terme. Sur ces 15 programmes en Ile-de-France, sur vraiment des grands projets qu'on définit comme campus, il y a à peine la moitié, il y en a peut-être une demi-douzaine qui ont des PC soit déposés, soit obtenus ou obtenus. Et parmi cette demi-douzaine, il n'y a que 2 ou 3 programmes où le choix a été de lancer une partie du programme. Ça a son importance pour les utilisateurs parce qu'on est dans un monde en ce moment où on a besoin de visibilité et de minimiser certains risques. Et savoir qu'une partie du programme est lancée, ça permet d'avoir cette visibilité d'une part, et puis ça permet aussi en interne de savoir où on va. Voilà. Aujourd'hui, les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils attendent et quels sont un peu leurs besoins par rapport à ce type de produit? Alors, d'abord, je reviens un peu sur ce que tu as dit. Il y a des utilisateurs pour un peu tous les actifs. Il y a des utilisateurs pour des solutions verticales, il y a des utilisateurs pour des solutions horizontales. On vit des transactions à la défense, on continue à en vivre, on continuera à en vivre. Donc je crois que la typologie des actifs, justement cette exhaustivité, cette diversité permet au marché de bien fonctionner. C'est important. Donc aujourd'hui, surtout les attentes des utilisateurs, c'est clairement la visibilité dont je parlais. Pour vous dire, on avait fait une étude en 2008. Alors 2008, c'était un autre marché, c'était un marché qu'on va dire qui était un peu plus favorable aux propriétaires qu'aux utilisateurs. Aujourd'hui, on est dans un contexte différent. Ça dépend, c'était avant le 15 septembre ou après le 15 septembre? On va dire avant. Et en fait, très objectivement, à l'époque, quand on demandait aux utilisateurs ce qui était le plus important pour eux, c'était clairement, évidemment, les problématiques financières et économiques. Et le bien-être des salariés, par exemple, arrivait en 4e position. On a refait ce même sondage il y a très peu de temps et finalement, les conditions financières sont passées en 4e rang et la problématique des salariés, le bien-être au travail, est passé en tête. Alors, il ne faut pas s'y tromper, c'est aussi un contexte de marché qui fait qu'à mon avis, les utilisateurs, dans leurs réponses, partaient du principe que de toute façon, les conditions financières, elles seraient favorables. Donc, voilà. Non, mais bon, je le dis quand même.
Bien vu. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est de voir qu'aujourd'hui, la dimension sociétale en interne est prépondérante. Voilà. On le vit sur n'importe quel projet, que ce soit... voilà, on est bien. Donc il faut de la verdure, il faut des services, il faut une dimension environnementale, et ça, je dirais que c'est le tronc commun. C'est le minimum requis. Voilà. Ah ben, le bien-être au travail, on l'a même mis en couve du magazine Business Immo, pour vous dire, si un jour on m'avait dit ça. Mais j'en viens quand même à parler un petit peu d'argent. En loyer de présentation, il va être à quel niveau, et peut-être quel peut être le différentiel avec le secteur Paris-Rive Gauche dont Cédric parlait tout à l'heure? Alors, Paris-Rive-Gauche, comme le disait Cédric, c'est un quartier qui a excessivement bien fonctionné, qui s'est bien développé, qui aujourd'hui offre très peu de solutions pour on va dire des grands gabarits. Les derniers actifs potentiels disponibles ont été pré-commercialisés. Donc ça a maintenu des valeurs qui se situent. On a une époque qui était au-dessus de 500 € par mètre carré, aujourd'hui c'est plus le cas. Mais on maintient des valeurs faciales au niveau de 450 pour des actifs de qualité, j'entends, entre 450 et 500. Ce qui est vrai aussi pour les renégociations, parce qu'il y a énormément d'utilisateurs qui restent sur ce secteur, et c'est la meilleure preuve de la qualité de ce secteur et de l'envie que les utilisateurs ont ils veulent rester dans ce secteur. Donc aujourd'hui, Citizen est présenté clairement à des niveaux de loyer très attractifs pour un produit neuf, qualitatif et, je le rappelle, lancé pour partie. Donc on est à 300 € par mètre carré. Voilà. Combien? J'ai pas entendu. 300. 300. Ah oui, donc il y a un vrai Il y différentiel. a un vrai gap, sachant que c'est effectivement le prolongement naturel de cette zone qu'on appelle maintenant Paris-Rive-Gauche. Bon, et est-ce que Citizen va réveiller un petit peu le marché locatif et le marché des plus de 5000 qui a, comment dirais-je, poliment, été un petit peu en panne en 2013, mais qui va mieux se présenter en 2014, non? Quelle est un peu votre analyse du marché locatif? Alors moi, mon analyse, c'est qu'en fait, le marché, alors, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire au-dessus de 5000 m². Déjà, même au-dessus de 5000 m², il y a plusieurs marchés. On sait que le marché est à 60% en ce moment, entre 5 et 10 000. Et ce n'est pas le même marché que les grandes transactions où le comportement des utilisateurs est complètement différent. Donc on a un recul très net dans 2013 par rapport à 2012 de la demande placée, mais je pense que sur les grandes transactions, il faut avoir un raisonnement plutôt sur 2-3 ans. Et les grandes transactions qui ont eu lieu par exemple en 2011 et qui n'ont pas eu lieu en 2012, idem, on en a eu certaines en 2012 mais qui n'ont clairement pas eu lieu en 2013. Si vous les lissez sur 3 ans, finalement, on se rend compte qu'il y a toujours des transactions qui se font sur des grands sujets. Voilà. Maintenant, l'année dernière, il y a 7 grandes transactions qui ont eu lieu sur les 3 premiers trimestres de l'année. Cette année, on en a eu que 3, par exemple. Et si vous avez une vision un peu plus élargie à 2 ans, finalement, sur vraiment le marché des grandes transactions, il faut raisonner à plus d'1 an, sinon on se fait un peu peur de temps en temps. Très bien. Ou on est trop content ou on l'est pas assez. Voilà. D'accord, et on va suivre ça sur les prochaines années. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'aller à Rungis, dans le parc Silic, avec Philippe Villeray, directeur commercial de Socomi, et de commencer par un zoom sur les nouveautés du parc et les nouveaux immeubles. Québec-Ottawa, vous nous présentez un petit peu à quoi il ressemble? Oui, une présentation de Québec-Ottawa. Alors, Québec-Ottawa, c'est une nouvelle étape dans le développement du parc Silic. C'est une nouvelle étape à double titre, à la fois en termes de positionnement de cet immeuble dans le parc, et également en termes de potentiel de développement, et j'en reparlerai un peu plus tard dans la présentation, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup de campus, et bien évidemment, nous inscrivons dans cette démarche. Québec-Ottawa, aujourd'hui, c'est 2 bâtiments de 26 000 m² au total. Le bâtiment Ottawa sera lancé tout de suite après le bâtiment Québec, qui est un immeuble qui s'élève sur 4 niveaux, qui représente 12 000 m² de bureaux, avec 2 niveaux d'infra en sous-sol. C'est un bâtiment qui est en cours de réalisation actuellement et qui sera livré en décembre 2014. Et c'est une réalisation de l'architecte Arnaud Fontanier, qui a déjà pas mal œuvré sur le parc Silic en réalisant plus de 60 000 m². C'est un immeuble pour lequel nous avons travaillé sur l'efficacité et le confort, avec une articulation, un bâtiment en U articulé autour d'un hall central d'accueil qui est en relation avec le jardin. On a privilégié également la flexibilité des espaces de travail, avec une trame 18 mètres facilement aménageable, soit en open space, soit en bureau cloisonné. L'immeuble est très transparent avec des façades vitrées importantes. Encore une fois, toujours le confort de l'utilisateur auquel tout le monde est aujourd'hui très attentif. Et on a également pensé à des espaces de convivialité et d'échange qui sont des terrasses. Il y a plus de 300 m² de terrasses dans cette opération.
qui vont permettre aux utilisateurs d'avoir des espaces vraiment de partage et de détente. Le bâtiment offre des plateaux de 2500 m² avec une divisibilité à partir de 600 m². Donc on vise encore une fois cette flexibilité au maximum. Et le bâtiment permet d'accueillir un total de 950 personnes. Comme tous les produits neufs du patrimoine, nous sommes aujourd'hui dans une démarche bien évidemment environnementale affirmée, donc une double labellisation tant HQE que BREEAM avec un niveau Very Good. Et bien évidemment, on vise le label BBC pour cette opération. Les cibles que nous privilégions, parce qu'encore une fois, les sociétés aujourd'hui sont très attentives à des éléments qui sont financiers, donc on a privilégié les cibles de l'immeuble par rapport à son environnement, ce qui vise l'économie d'énergie en termes d'eau et d'électricité, et également le confort hygrothermique de l'utilisateur, puisque nous sommes sur des bâtiments bien évidemment climatisés. C'est un bâtiment qui va s'articuler également autour d'un jardin paysager, et qui est en relation directe avec l'environnement extérieur, parce que nous avons une coulée verte aujourd'hui qui permet de créer à la fois un cheminement piétonnier vers la gare RER, donc il y a une liaison, j'allais dire, paysager et agréable pour l'utilisateur, et qui permettra de traiter les eaux de pluie à la fois en recueillement et en retraitement. Voilà. Et cet immeuble, bien évidemment, sera également certifié en HQE exploitation, donc notre service Property Management va s'engager avec l'utilisateur à utiliser l'immeuble conformément à sa destination, et il rejoindra ainsi les 104 000 m² que nous avons déjà en exploitation HQE. Un petit mot sur le parc maintenant, un peu les nouveautés, puis comment il évolue aussi en termes de services et notamment de dessertes, je crois. Alors, en termes de services et de dessertes, le parc a une situation géographique qui est intrinsèque avec des qualités qui existe déjà depuis l'origine, une situation à 7 km de Paris, avec 3 axes routiers principaux qui sont l'autoroute A6, la A86 et la 106. Une gare RER au sein du parc, donc des éléments de transport extrêmement importants. 6 lignes de bus RATP qui permettent de relier Paris et avec une liaison transverse Créteil, Antony, Massy. Et tout dernièrement, nous avons eu la chance de bénéficier de l'inauguration du tramway T7, donc qui assure la connexion à partir du métro Villejuif avec 3 arrêts au sein du parc et qui permettent de relier l'aéroport d'Orly en moins de 10 minutes. Vous voyez également en bas du plan une future connexion. Ça, ce sont les nouveaux projets. Une future connexion qui sera opérationnelle en 2015 et qui est une bretelle d'accès qui permettra de relier le parc à partir de l'autoroute A6 avec un accès direct sur l'entrée principale. Donc des grands projets qui sont en partie financés d'ailleurs par Silic. Est-ce qu'il reste un peu de potentiel immobilier sur ce parc? Est-ce on voit qu'il est assez important? D'abord, il y a combien de mètres carrés, grosso modo, construits et bâtis? Et quel est un peu le potentiel de développement sur Alors, ce parc? aujourd'hui, le parc, c'est 390 000 m² construits, avec un potentiel de plus de 800 000 m² si on veut densifier. Donc, on a encore beaucoup de travail. Sur ce parc, j'avais oublié les services qui sont importants quand même, puisqu'aujourd'hui, ce parc compte 18 000 salariés jour, plus de 220 locataires. Ah oui, il y a un nombre de pictos impressionnant là. Qu'est-ce qui se passe? On peut tout faire là. Il y a une crèche, il y a même un dentiste. Voilà, et on a aujourd'hui une vraie attention, parce qu'encore une fois, il faut un immeuble, mais il faut aussi un environnement. Aujourd'hui, ce sont plus de 30 services. Alors, on a eu la chance, nous, d'inaugurer la première crèche interentreprise en 2005. Aujourd'hui, il y en a 3 sur le parc. Donc, on est en réponse constante aux besoins des locataires. Ça va ensuite du kiné, en passant par le fitness, le pressing, tous les services qui sont à la personne et qui permettent aux locataires de bénéficier d'un service sans bouger du parc. Encore une fois, une vraie attention sur le plan économique, puisque ces services, tant restauration que service à la personne, n'ont pas d'impact sur le loyer et sur les charges. On est vraiment sur un service qui est aujourd'hui pris en charge par le propriétaire pour un développement du parc au service des locataires. Pour répondre à votre réponse, Gaël, pour répondre à la question concernant le développement du parc, aujourd'hui on a un vrai potentiel. Je reviens sur le début de ma présentation en disant que c'est une étape un peu stratégique dans le développement du parc Silic. C'est qu'aujourd'hui le bâtiment Québec, il n'est pas tout seul. Québec-Ottawa, c'est tous les deux 12 000 plus 14 000 m². On a un potentiel existant, puisque le bâtiment est en construction, de 26 000 m². On peut y rajouter le Vancouver A et Vancouver B, et monter l'opération à 40 000 m².
donc répondre à une demande d'utilisateur évolutive. Et si on y rajoute le Vauban, on est à plus de 70 000 m² de potentiel sur un environnement campus, puisque la plupart des bâtiments seront liaisonnables entre eux. C'est une vraie réponse aujourd'hui aux grandes entreprises qui cherchent une implantation en Île-de-France et sur ce pôle qui est le premier pôle économique du sud parisien. C'est aussi pour nous une réponse aux locataires, puisqu'encore une fois, le parc a été conçu pour permettre le développement des locataires en place. Donc on a aujourd'hui, quand on parle du confort des salariés, c'est la possibilité pour l'entreprise de garantir à son personnel que l'implantation est pérenne. Donc mobilité, stabilité, mais aujourd'hui la mobilité elle se fait à l'intérieur du parc. Et cette offre que l'on va pouvoir offrir aux grandes entreprises, puisqu'il faut aussi parler d'actualité, on va pouvoir la dupliquer puisque dans le cadre de rapprochement de la foncière Silic et ICAD, nous allons pouvoir apporter une réponse complète aux grandes entreprises, tant sur le sud, puisque le pôle sud est un pôle important pour nous de développement, c'est le moteur de Silic en termes de développement, mais on va pouvoir apporter cette réponse sur l'ensemble du patrimoine Île-de-France, regroupé Silic et ICAD, en apportant du confort et du bien-être aux salariés, confort à la fois dans l'immeuble, des bâtiments qui sont certifiés, qui sont modernes, qui sont fonctionnels, confort aussi par les implantations parc, puisqu'encore une fois, l'environnement de l'immeuble est très très important, tant en transport qu'en service. Compétitivité, parce qu'on va avoir une offre qui va être extrêmement variée en termes de produits et aussi en termes de prix. On va pouvoir offrir une gamme de prix de 100 € du mètre carré jusqu'à 300 € du mètre carré. On n'a pas parlé du prix du Québec-Ottawa, mais non, on présente l'opération à 250 € du mètre carré. D'accord. Donc c'est vraiment une offre qui, je pense, va être extrêmement compétitive par rapport au marché. C'est pas celui-là qui est à 100 alors. Non, c'est pas celui-là qui est à 100. Mais on a du patrimoine qui est réparti sur des secteurs stratégiques sur les pôles du Grand Paris et on a bien évidemment des positionnements qui permettent d'avoir des offres aussi concurrentielles. Et je reviens sur la démarche environnementale. Toutes les opérations neuves sont dans cette double certification, donc une démarche environnementale qui est aujourd'hui très regardée par les entreprises qui ne regardent pas une opération neuve si elle n'a pas au moins une certification HQE. Donc aujourd'hui, on peut affirmer que l'émergence de la première foncière du Grand Paris, elle se fait. Et si vous voulez vous conforter dans cet esprit, je vous invite à venir voir la maquette qui est sur le stand et qui permet de regrouper l'ensemble des offres Silic ICAD. On n'y manquera pas. Merci beaucoup Philippe. Pour vous montrer qu'il n'y a pas que du bureau dans le Val-de-Marne, on va faire un petit crochet par le secteur Créteil-Pompadour où on va parler d'un entrepôt, un entrepôt pas comme les autres, une plateforme Sogaris. À qui je vais demander à Romain Loisy de nous présenter les grandes caractéristiques de ce projet. Bonjour. Alors, ce nouveau projet logistique basé dans la zone d'activité du Grand Marais à Créteil s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement de Sogaris en matière de logistique urbaine à l'échelle du Grand Paris. Il s'intègre dans le premier niveau d'un schéma en logistique urbaine qui en compte 3. Et je vous invite évidemment sur notre stand pour vous présenter les 2 autres niveaux. 3 grandes caractéristiques remarquables sur ce site. La première étant son positionnement géographique. C'est un site qui est effectivement visible depuis la 86. Il a une desserte autoroutière très intéressante avec la 86, la 6, la 10, la 4. Un accès à Paris qui est possible par les quais de Seine. Ouais. Et une très bonne desserte en transport en commun, et on y reviendra. Le deuxième aspect remarquable est je peux aller sur le prochain slide, sur la réhabilitation de ce site. Construit il y a un peu plus de 30 ans, ce site va faire l'objet d'une lourde réhabilitation en 2014 pour une livraison prévue au premier trimestre 2015 de 24 000 m² d'entrepôt et 4 000 m² de bureaux. Les 3 objectifs sont effectivement la reconfiguration de ce site au standard de la logistique, au standard actuel de la logistique et de la distribution urbaine, une mise en conformité avec les rubriques ICPE déposées, à savoir 1510, 1530, 2662, 2663 et 1511, et enfin une divisibilité du site pour donner de la flexibilité et répondre effectivement à toutes les demandes. Le troisième caractéristique, c'est l'aspect architectural, fondamental pour Sogaris, en vue de mieux faire accepter la logistique, l'implantation de la logistique en zone urbaine.
Et c'est dans cette perspective que Sogaris a désigné l'agence Franc pour nous accompagner dans une mission complète de conception et de réalisation de travaux. Alors justement, on va voir l'aspect architectural avec Yann Daoud-Larian Oui, de bonjour. l'agence Franc. Présentez-nous un petit peu le parti pris architectural et la réponse aussi aux enjeux environnementaux à travers ce projet. Oui, bonjour. Bah, écoutez, je crois que Romain a dit quelque chose qui est très important déjà, c'est que nous sommes en mission complète. Mission complète, c'est quelque chose que l'agence France sait faire et regrouper différentes compétences, en particulier quand on est dans le cadre d'une réhabilitation. C'est-à-dire qu'on sait proposer, au-delà de l'esquisse du concours, un accompagnement parfait jusqu'à la livraison du bâtiment. Notre mission a commencé par un diagnostic. Là, on est dans le cadre d'une réhabilitation. Voilà, c'est un peu la page blanche. On a un bâtiment qui est ici et on doit se poser les bons objectifs. Les bons objectifs, c'est une analyse avec les compétences de l'agence Franc, donc en termes d'urbanisme, d'ingénierie, d'architecte, d'économiste. Arriver vers une convergence, je dirais, de comment on fait un projet qui soit le plus polyvalent, le plus modulable, maîtriser les coûts, avoir une insertion urbaine assez forte et valoriser donc un site tout en ayant aussi un aspect architectural qui soit fort et donnant une forte valeur d'usage. Les grands fondamentaux de ce projet, je dirais, c'est au-delà de l'aspect fonctionnel, c'est le confort de l'utilisateur, la pérennité du bâtiment. On sait très bien qu'un bâtiment logistique, par définition, est un bâtiment qui est très sollicité. Et on souhaitait aussi donner la possibilité d'avoir un bâtiment qui est une valeur de siège, un siège social. Donc on a un bâtiment exposé qui est sur l'A86, donc qui est très vu. Et notre première approche, je dirais, par rapport à ce bâtiment, c'était de dire, bon, on a des bureaux existants qui sont déjà sur l'A86, avec un rez-de-chaussée étant lié à l'activité. Donc on est parti du principe de tertiariser complètement ce bâtiment. Ensuite, après nos analyses de structure, de voir quel était le potentiel du bâtiment existant à recevoir de la logistique avec des dimensions, je dirais, qui sont usuelles d'aire de manœuvre et aussi de fonctionnement. On peut passer sur le plan masse. Voilà, notre première esquisse concernait déjà à la gestion des accès, à la possibilité d'avoir une divisibilité du terrain. J'y reviendrai aussi sur les bureaux, mais c'est très important, c'est que l'offre qu'on pouvait permettre dans notre projet, c'est un seul preneur, ce qui serait formidable, mais en même temps, la possibilité d'avoir une divisibilité et que chaque preneur ne vienne pas embêter le voisin, que tout ce petit monde coexiste avec les réglementations ICPE et d'accès qu'on connaît. Donc sur ce plan masse, on a défini déjà 3 accès différents. On permettait d'avoir un fonctionnement d'accès piéton, véhicules légers, et on avait aussi une divisibilité d'accès sur les poids lourds qui permettait d'avoir une distribution des 3-4 cellules possibles. Et on a réfléchi aussi à la possibilité que chaque cellule puisse accueillir soit du porteur, soit du poids lourd. Donc pour ce faire, je vais vous montrer une petite coupe. Je reviendrai sur le plan. On a tout de suite constaté qu'il y avait une difficulté sur l'aire de manœuvre. Et notre proposition était sur l'Alapenti, que vous voyez à gauche sur la coupe en état futur, d'aménager une aire de manœuvre qui soit à minima à 35 mètres pour que tout preneur puisse venir confortablement arriver avec des poids lourds. Je reviens sur le plan masse. Ensuite, on avait dans le cadre de la divisibilité la possibilité d'avoir aussi des quais, donc un bâtiment traversant. Donc on est dans une logique éventuelle de cross-dock. Là, on est sur 4 cellules possibles. On sait aussi gérer de l'activité. Donc, toutes ces études, je dirais, toutes ces possibilités ont été données par, encore une fois, nos capacités à réagir aussi avec la collaboration de bureaux de contrôle sur l'état du bâtiment existant et ses potentiels. Je reviendrai sur les bureaux. On les voit en coupe. Quand on parle d'une logique de siège, on parle bien évidemment de confort d'utilisateur. On était sur un bâtiment qui était très large, avec un patio existant qui n'était pas descendu jusqu'au rez-de-chaussée. Donc notre première réflexion, c'était de dire, ce patio, on en fait une valeur ajoutée sur ce projet et on en fait un lieu très qualitatif. Donc on descend complètement le patio jusqu'au rez-de-chaussée, on tertiarise complètement le bâtiment, à la fois en rez-de-chaussée, en R+1 et en R+2. On a une parfaite divisibilité des plateaux, donc on peut commencer sur une divisibilité de 400 mètres carrés, ou avoir la possibilité d'un plateau entier
par niveau ou alors sur tous les niveaux. Et on avait un travail, je dirais, assez fin sur le patio. On a pris les compétences de notre paysagiste et d'un autre paysagiste sur les aménagements extérieurs. Alors, je fais une parabole, mais c'est vrai que ce bâtiment, en termes de bureaux, vise des cibles HQE réhabilitation, avec des cibles très performantes et des cibles performantes assez nombreuses. Donc je les cite assez rapidement, mais que ce soit la maintenance, que ce soit la gestion de l'énergie, que ce soit aussi un chantier propre, c'est très important et je pense qu'il n'y a pas de beau projet sans une maîtrise d'ouvrage qui soit très volontaire. Donc on était assez satisfait de ce travail collaboratif avec Sogaris pour pouvoir mener à bien le projet. Sur cette coupe est intéressante parce qu'elle montre justement que les bureaux ont été aménagés sur une exposition plein sud qui permettait le développement d'une façade double pot avec un confort visuel, travailler sur des espaces comme des nous qui permettaient aussi d'avoir des surfaces de rétention des eaux de toiture, toujours en visant des cibles HQE, et le patio aménagé qui permettait par échange de calories, frigories ou évapotranspiration d'avoir naturellement un confort thermique. Bon, je dirais qu'en termes de cible, on arrive sur beaucoup d'espace. Je vais y revenir sur cette perspective, mais ce qui est intéressant, c'est que assez naturellement, on s'est dit, ce patio, tant qu'à faire, autant l'habiter. Donc, avec la trame de structures existantes, on a projeté des espaces extérieurs, des terrasses. Bon, on s'est dit, c'est pas désagréable de temps en temps de faire sa réunion à l'extérieur, d'être dans un lieu plus à l'abri, plus calme. On a des essences qui seront plutôt dans une notion Fontainebleau. Donc tout ça, ça fait l'objet d'études assez fines. Là, vous me confirmez qu'il y a un entrepôt juste à côté? Absolument. D'accord. Absolument. Et vous pouvez, de vos bureaux, rejoindre cet entrepôt. Et sur ces terrasses, justement, on était assez content de se dire, bon, on aimerait bien y être. C'est pour stocker ma machine à laver, oui. Voilà, on aimerait bien y être. Et finalement, si on faisait une réunion assez sympathiquement sur ces terrasses, on serait dans les cimes des arbres. Parce qu'on signale quand même qu'entre parenthèses, on a eu tout un travail de déblai-remblai pour rendre cette tertiarisation possible, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée qui était à plus un 20 devienne régnant avec les espaces extérieurs et que le R+3 qui est très haut, finalement c'est un plancher à plus de 8 mètres, puisse vraiment donner cette occasion d'être dans un patio avec un calcul, avec les lieux d'onde, ensoleillement, qui donne des bureaux de grande qualité. C'est la vue depuis le parking. Voilà, on aime bien cette image parce que c'est vrai que ça résume un petit peu tous les efforts et toute la volonté de ce projet, c'est-à-dire qu'on est dans une logique, encore une fois, de traitement qualitatif qui va au-delà d'un esprit logistique qui pourrait, entre guillemets, avoir mauvaise réputation. Non, ce n'est pas l'idée, si on traite ça avec une logique de siège. Ce siège est, entre guillemets, divisible. Il reste tout à fait possible, je dirais, d'envisager que même un restaurant interentreprise ou autre vienne au dernier étage. Donc, tous nos plans en termes de sécurité, en termes d'évacuation, en termes de structure, permettent la modularité. Dernier point sur les cibles, le bâtiment, je dirais, a été calculé assez finement, et c'est important parce qu'on n'en parle jamais assez, sur une économie de projet très, très bien ficelée, je dirais. Donc tout va vers l'économie, et ça nous a permis d'ailleurs, en même temps du travail des cibles HQE, de nous permettre de mettre un matériau qui viserait une pérennité, c'est-à-dire que la façade que vous voyez ici, c'est un alliage cuivre-aluminium qui est complètement recyclable et qui va donner une patine sur une zone quand même qui est assez exposée, qui est assez vue, et on va avoir une pérennité de bâtiment et ce bâtiment va vieillir gentiment, je dirais, avec son usage quotidien. Merci beaucoup Yann. Un mot de conclusion de Romain. Quel type d'utilisateur, quel type de client vous allez chercher sur ce produit Alors, vous l'avez compris, effectivement, vous posez la question, est-ce qu'on est bien il y a-t-il de l'entrepôt derrière ce patio? Effectivement, je rebondis là-dessus et compte tenu de la proximité avec le pôle multimodal de Créteil-Pompadour qui va être inauguré avec le RERD dès le 15 et 16 décembre prochain, ainsi que la ligne de bus 393 et le TVM. Il va générer à peu près, il va transiter 30 000 personnes au quotidien.
On va, je l'espère, pouvoir intéresser des acteurs du tertiaire qui recherchent des sociétés de services qui souhaitent s'implanter avec des qualités donc, de desserte et des qualités des prestations à des loyers finalement plus attractifs que sur des immeubles tertiaires purs. En tout cas, je l'espère. Sinon, évidemment, nous intéressons les industriels, chargeurs, basés ou non dans le Val-de-Marne et qui souhaiteraient s'installer dans un site qui répond aux dernières normes environnementales et techniques. Le deuxième sont des logisticiens, tout bonnement, souvent un peu à valeur ajoutée, qui travailleraient dans la prestation logistique à température dirigée. Et enfin, des acteurs de la logistique urbaine et de la livraison du dernier kilomètre. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On a vu tous les atouts du site. On a fait une belle balade dans le Val-de-Marne, terre de projet, avec un S pour projet. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas si on a le temps d'ailleurs au niveau des questions. Et ben, sinon, je vous propose... Je remercie tous nos intervenants. Merci beaucoup. Et puis, merci d'avoir suivi ce petit voyage.